commencer ce cycle de 3 interventions. Je suis le premier, viendront après Valérie et Alain. Donc c'est une sorte... Alors déjà, c'est bon pour le micro, tout le monde m'entend ? Voilà. Alors attendez. Voilà, je me rapproche, c'est bon pour le son ? Oui, oui. Très bien. Alors, je vais profiter de cette conférence de lancement du collectif Racine, d'une part pour vous présenter mes motivations, qu'est-ce qui fait que moi, en tant que professeur d'histoire-géographie, donc en lycée et à l'université, pourquoi je me suis engagé au Front National. Je vais vous présenter ma vision du collectif et les objectifs du collectif. Tout ça en une vingtaine de minutes, donc il faudra que je sois très, très synthétique. Alors, je serais tenté de vous dire, au-delà de mon exemple personnel, que je pense que l'ensemble des enseignants aujourd'hui, quelle que soit leur matière et leur niveau, pour moi, ont vocation à rejoindre Marine Le Pen et le Front National. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'abord, ils ont été largement trahis et trompés par la gauche. Une gauche à laquelle le monde enseignant a accordé massivement ses suffrages. Je vous rappelle qu'en 2012, donc l'élection malheureusement de François Hollande, 50% des enseignants ont voté Hollande au premier tour. La moitié des enseignants, les autres se reportant principalement sur Mélenchon, etc. Et le score faible à l'époque de Marine Le Pen. Au deuxième tour, c'est plus de 80% des enseignants qui ont voté pour Hollande. Et aujourd'hui, ces enseignants de gauche, certains disent que c'est un pléonasme, mais ça l'est de moins en moins, ces enseignants de gauche se sentent complètement trahis, déboussolés et sont un peu orphelins sur le plan politique. Et ce qu'on leur propose avec le collectif Racine, c'est justement un débouché politique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, outre la trahison de la gauche, qui est une évidente, notamment avec Najat Vallaud-Belkacem, qui est vraiment une catastrophe, qui n'a d'ailleurs aucune compétence dans le domaine de l'enseignement. C'est une idéologue du gender, c'est une femme qui est là uniquement comme communicante, avec les résultats que l'on connaît. Au-delà de la trahison de la gauche, dont les enseignants sont en train tous de prendre conscience les uns après les autres, il y a aussi, pour moi, la cohérence entre le programme du Front National et l'idéal de l'école républicaine. Il faut être très clair là-dessus vis-à-vis des enseignants. Les valeurs du Front National sont justement les valeurs qui défendent le mieux l'école républicaine dans ses fondements. Parce qu'au cœur du Front National, il n'y a ni racisme, ni antisémitisme, ni extrémisme, tout ça c'est du flanc, et c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien ministre de l'Éducation nationale, à la fois que vous connaissez, qui est M. Jospin, qui après la campagne hystérique de 2002, avait reconnu que tout ça c'est du pipeau. Et on peut quand même le croire, puisqu'il vient du trotskisme, donc en matière de manipulation politique, il en connaît un rayon. Donc bien évidemment, le Front National est un parti qui a toujours accueilli des personnes de couleur, qui n'a rien de raciste, qui a toujours accueilli des juifs, qui n'a jamais été antisémite. Tout ça, c'est du pipeau pour faire peur aux gens. Ça marche encore pour un certain temps, on l'a vu au régional, où des gens ont vraiment cru que si le Front National prenait le pouvoir dans une région, qu'il y aurait des guerres civiles, puisque l'État français avait lancé ce genre de mensonges, qui sont des mensonges d'État, tout simplement. Donc les enseignants, c'est aussi le but de ce collectif, leur dire... Vous pouvez ne pas être d'accord avec les personnalités du Front National, avec le programme, mais bien évidemment, toutes ces accusations d'extrémisme, c'est de la manipulation. Et justement, les enseignants ont quand même suffisamment de formation et d'accès à l'information pour se sortir de ces mensonges. Alors une fois sorti de ces mensonges, le Front National apporte une vraie solution, qui est une solution de bon sens, une solution patriote et populaire. La solution de bon sens, c'est d'en revenir à ce qui a fait l'enseignement, en gros, jusqu'à mai 68. Parce que l'école, que ce soit celle des Jésuites sous l'Ancien Régime, ou l'école de Jules Ferry, que François Hollande d'ailleurs avait honoré, premier acte après sa malencontreuse élection, l'école de Jules Ferry, comme celle des Jésuites avant, et tout ce qui a pu exister, c'est une école de la transmission, centrée sur des savoirs, et non pas des théories sociologiques fumeuses, où on enseigne des matières et des contenus. Et il y a un mot très important, c'est l'idée de transmission. L'idée de transmission, c'est-à-dire que nous sommes, en tant que militants patriotes, conscients que nous portons la France et des dizaines de générations qui ont construit la France. Et l'éducation a ce rôle-là, c'est de transmettre
un héritage, l'héritage classique, du latin et du grec, que Madame Belkacem, évidemment, est en train de détruire, l'héritage de l'histoire de France, en tant que professeur d'histoire, je vous le dis, c'est ma passion pour l'histoire de France qui m'a amené au combat patriote. La connaissance de cette fantastique aventure humaine qu'est l'histoire de France, que l'UMPS est en train de vouloir terminer, hein, il faut être très clair, les gens qui nous dirigent, leur but est de mettre un point final à l'histoire de France pour rentrer dans autre chose, qui va s'appeler le mondialisme, qui va s'appeler le multiculturalisme, je ne sais quelle autre folie qui nous mène à la catastrophe. Donc transmettre l'histoire, transmettre un patrimoine culturel, transmettre une langue, on le voit avec les tentatives démagogiques d'abaissement de l'exigence en orthographe. Donc une école de la transmission, une école de l'autorité. Ce qu'il manque aux enseignants aujourd'hui, tous le reconnaissent, c'est d'être soutenus par leur hiérarchie. Pour des raisons politiques, ils ne sont pas soutenus. Quand des parents montent au créneau pour faire des scandales, quand des élèves sont exigeants, sont revendicatifs, on a un effet de système qui fait que, surtout pas de vague. Voilà quel est le maître mot. Et ce n'est pas de la faute de tel proviseur. Alors, certains sont plus zélés dans l'application des mauvaises consignes que d'autres. C'est vraiment un effet de système. Une volonté politique où, oui, les proviseurs pourront dire aux enseignants qui ne sont pas contents, bah, écoutez, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous n'êtes pas content, changez d'établissement. Des proviseurs qui vont appuyer les élèves, qui ne vont pas hésiter à les exclure, puisqu'il y a un tabou aujourd'hui dans l'enseignement qui est l'exclusion définitive des élèves. Rétablir l'autorité également en matière d'orientation, que le conseil de classe redevienne véritablement souverain dans ces décisions-là, et qu'il ne soit pas soumis aux caprices des parents et des élèves qui veulent coûte que coûte aller dans des filières alors qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc rétablir l'autorité et des conditions également évidemment de sécurité dans un contexte au-delà de l'école plus général. Donc c'est des réponses de bon sens qui n'ont rien ni d'idéologique, ni on va dire d'exclusion. C'est-à-dire que les gens qui sont aujourd'hui dans l'éducation nationale doivent savoir qu'il n'y a aucun état d'esprit de chasse aux sorcières. Et dans les démarches qui sont les miennes, je sais que 50% de mes collègues ont voté Hollande et 80% au deuxième tour, et ça ne me pose aucun souci. Et aux gens du Front National non plus, parce qu'on aura besoin de tous ces gens-là pour reconstruire l'école de la République. Donc notre démarche, c'est d'aller parler à ces gens en levant toutes les craintes mensongères qui sont faites autour du Front National, et en leur montrant simplement qu'il est possible facilement de revenir à la raison dans cette institution, avec des conditions de travail, on ne promettra pas la lune, mais des choses simples qui vont restaurer l'autorité et puis la notion d'exigence aussi au niveau des diplômes, mais ça les collègues tout à l'heure en parleront. Le collectif que je lance, vous voyez c'est une perspective large, là je redeviens plus concret, le collectif que je lance sur l'Hérault, c'est une structure qui aura plusieurs objectifs, qui s'adresse, je vais faire pour une fois du pourtoussisme, qui n'est pas mon genre d'habitude, mais qui s'adresse à tous les enseignants. Alors ça s'adresse d'abord évidemment aux enseignants qui d'ores et déjà votent Front National, ou qui sont proches de nos idées. Le CEVIPOF, qui est un organisme proche de Sciences Po Paris, donc ce ne sont pas des frontistes, bien au contraire, reconnaît qu'aujourd'hui, aux dernières régionales, 10% des enseignants ont voté pour une liste Front National. Ces 10%, c'est évidemment beaucoup plus dans l'Hérault, vu les scores très élevés. Donc, le message de ce collectif, c'est de dire à tous ces collègues, qui commencent déjà à venir se confier à moi au détour de la salle des profs ou dans les couloirs, maintenant que j'ai fait mon outing mariniste, ils viennent me voir en disant on a voté pour toi, etc. Mais ils sont discrets. Et je veux leur dire à tous ces gens qui sont déjà convaincus, le collectif, déjà on va vous accueillir, vous n'êtes pas seuls. Il y a le collectif, il y a nous, et progressivement des enseignants vont prendre la parole comme je le fais pour cesser l'hypocrisie. Oui, il y a de plus en plus d'enseignants qui votent pour Marine Le Pen, parce que c'est une femme courageuse, qui fait les bons diagnostics, parce que les partis traditionnels ont tout trahi, et parce que le programme scolaire que l'on va construire avec le collectif est solide et crédible. Donc, leur donner une visibilité, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, les écouter dans toutes les propositions qu'ils pourront faire, les intégrer progressivement à cette fédération extrêmement dynamique qui est la fédération de l'Hérault, dirigée par mon ami Gérard Prateau. Toutes les bonnes volontés, que les gens viennent de droite ou que les gens viennent de gauche, vous savez qu'on n'est absolument pas sectaire là-dessus. Tous ceux qui veulent porter notre projet seront les bienvenus, soit au collectif,
avec ou sans la carte du collectif, soit au Front National, soit comme simple sympathisant, tout le monde est le bienvenu. Donc les gens convaincus, on va organiser des ateliers de travail avec Josette, avec Nicole, sur tous les thèmes de l'école pour faire remonter des propositions, soit à la région, où j'ai la chance d'être élu, de siéger dans la commission enseignement. J'ai par exemple hier fait remonter les problèmes de sécurité relatifs au lycée Jean Moulin de Béziers, où des agressions se sont répétées cette année. Donc sur des problématiques locales, je peux faire remonter ça à la région. Des problématiques nationales, via Nicole et Alain Vélo, on pourra faire remonter. Donc dire aux enseignants patriotes, c'est vrai que l'ambiance en salle des profs peut paraître pesante, avec les affichages syndicaux qui sont unanimement, finalement c'est ça leur but, c'est de lutter contre le Front National, c'est la seule chose qui les intéresse. Mais vous n'êtes pas seuls, on est nombreux, on va s'organiser et être de plus en plus visibles. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont déjà convaincus. Mais mon collectif, je l'envisage également comme un moteur de communication vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas convaincus. Parce qu'il faut être réaliste, les profs qui votent Front National sont encore peu nombreux. Et une partie de ceux qui sont justement dans les syndicats, dans cette logique de gauche dominante, il y a toute une partie qu'on n'arrivera plus à rattraper. Voilà, pour eux, c'est définitif. Ils sont atteints, ce que j'appelle moi, d'une mélanchonite, qui est une maladie incurable pour beaucoup. On les rattrapera pas tous, et ils resteront dans leur vieille lune de mai 68, où tous les 5 ans, ils feront élire la gauche, et ensuite, pendant 5 ans, ils se plaindront de la gauche, et ils resteront dans cette contradiction permanente, à critiquer l'Union européenne, mais pour vouloir y rester, à critiquer Hollande, qu'ils ont contribué à faire élire, et c'est la même chose dans les exécutifs régionaux, où les communistes critiquent un exécutif dont ils sont partie prenante. Donc, au moins, nous, on est cohérents, on ne se compromet avec personne, on a une candidate et un projet. Ces gens-là, le message, c'est le message que je vous ai un peu fait passer tout à l'heure, c'est déjà de déminer le terrain sur toute cette diabolisation complètement imbécile, en leur montrant le vrai visage du Front National. Toutes les catégories socio-professionnelles sont présentes dans ce parti. Ce sont des Français qui sont des citoyens comme les autres, qui doivent être respectés. Et donc, même ceux que l'on ne convaincra pas, essayez de leur faire comprendre que maintenant on est là, et que ce n'est pas en nous insultant à longueur de temps que ça va nous décourager, bien au contraire. Mais parmi ceux qui aujourd'hui, majoritairement, ne votent pas pour nous, il y a des tas de gens que l'on peut convaincre sur des arguments. Donc dès qu'on a levé la diabolisation, dès qu'ils se rendent compte, non, le collectif Racine de l'Hérault, c'est pas des skinheads, c'est Josette Gazu, qui est proviseur à la retraite, qui est une femme très bien élevée, voilà, non mais, voilà, il faut déjà lever ça, voilà. On peut convaincre énormément de personnes sur notre programme. Et c'est pour ça qu'au-delà des ateliers qu'on offrira entre nous, il y aura un certain nombre d'éléments de communication. Et dans les éléments de communication, il y en a déjà un que je vais lancer aujourd'hui. C'est une interpellation de la présidente Carole Delga, présidente socialiste, soutenue par les communistes, les Verts et puis toutes les ribambelles là, de groupuscules gauchistes. Madame Delga, je lui ai remis une lettre hier en main propre. Elle ne pourra pas dire qu'elle ne l'a pas reçue, parce que j'ai un collègue qui a eu la bonne idée de prendre la photo au moment où je lui remettais la lettre. Une lettre où je l'interpelle sur son attitude vis-à-vis des élus Front National. Puisque d'après Madame Delga, les élus Front National ne sont pas dignes de siéger dans les conseils d'administration des lycées. Alors, dans le pays de Madame Delga, que certains de mes collègues appellent le Delgastan, il faut être de gauche pour être digne de siéger dans les conseils d'administration des lycées. Et moi, ce que j'ai proposé à Madame Delga, c'est un débat, alors peut-être pas elle, mais l'un de ses nombreux élus, et de nombreux d'ailleurs enseignants de gauche sont dans son équipe, un débat sur le fond, où chacun aurait autant de temps de parole que l'autre, qu'on assurait donc le collectif Racine d'un côté, des représentants de l'équipe de Delga, sur les valeurs de la République, parce que vous comprenez, Madame Delga nous exclut des conseils d'administration des lycées au nom des valeurs républicaines. Et alors là, j'ai du mal à comprendre comment des élus que nous sommes, issus du suffrage universel, qui représentons un tiers de l'électorat régional, presque 39% sur le département, au nom de quel principe aurions-nous cette fatwa de Madame Delga nous interdisant étant indignes? Donc, je voulais lancer ce débat avec elle,
J'espère sincèrement qu'elle répondra. Si elle ne répond pas à cette invitation, que tous ces donneurs de leçons soient incapables de venir débattre avec nous des valeurs de la République au sein de l'école, ce sera une dérobade de leur part. Donc j'ose espérer qu'ils auront le courage de venir débattre, puisque ce sont des gens qui se disent détenir effectivement un esprit critique, les Lumières, donc qu'ils viennent nous éclairer de leur conception républicaine. En tout cas, les arguments du collectif Racine sont prêts pour leur dire que même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils doivent accepter notre différence idéologique, notre volonté de réformer l'école selon des principes qui ne sont pas ceux de mai 68, et on n'a pas à s'en excuser. Donc voilà, c'est le premier élément. On va le mettre, on va le diffuser, je vous l'annonce en exclusivité dans les heures qui viennent. Je vais le faire passer en début de semaine, ce sera dans tous les médias. Cette lettre ouverte à Carole Delga, sachant que dans plusieurs régions, ça a été le cas en Normandie, ça a été le cas en Bourgogne-Franche-Comté, les élus Front National sont dans les conseils d'administration des lycées, sans, ma foi, que ça ait dégénéré en guerre civile, pour reprendre les termes de Valls, sans que ça pose problème. Donc ça, c'est la première action. Et au-delà de cette action-là qui est ponctuelle, je vais multiplier les actions de ce type, vous faire part du travail que l'on fait à la région, le travail de fond sur les dossiers. On a notamment beaucoup travaillé sur le dossier de, vous savez, l'ordi, cet ordinateur gratuit qui est donné de façon démagogique aux élèves. C'est vous qui le payez, ça vous coûte minimum 15 millions d'euros par an, avant que ce soit généralisé à l'ensemble de la région, comme le veut Carole Delga. Donc du travail en lien avec la région, des ateliers thématiques et également des conférences, c'est-à-dire que le collectif Racine sera force invitante pour faire venir des professeurs, des historiens, des économistes, des gens qui acceptent de sortir du bois, parce que s'afficher avec nous dans le milieu de l'éducation nationale, c'est effectivement pour l'instant mal vu, mais je suis convaincu que ça va sortir. Donc, ce que je vous engage aujourd'hui, c'est évidemment à nous rejoindre, les enseignants, les parents d'élèves également, c'est un autre sujet dont parleront les collègues, puisque le collectif Racine s'est ouvert aux parents d'élèves, puisqu'il y avait beaucoup de demandes de parents sur cette question de l'école, pour créer en quelque sorte un pôle de dissidence. J'aime beaucoup ce terme de dissidence, une dissidence idéologique face au rouleau compresseur de l'éducation nationale et de son politiquement correct. On va tout simplement dire ce qu'on pense de manière argumentée, concrète. On sera, j'en suis convaincu, de plus en plus nombreux, parce que les faits nous donnent raison, sur l'école comme sur tous les sujets, les grands sujets de société, parce que les gens en face de nous, la plupart du temps, sont sectaires et incompétents. Donc on doit être sûr de nous, et donc avec Josette, avec Nicole, autour de mes actions de conseillers régionaux, je ne doute pas que ça va faire grand bruit, cette initiative dans les salles des profs, que ça fera grincer des dents à la très socialiste FCPE, cette association de parents d'élèves, qui nous combat, qui tient des discours totalement scandaleux, sans se rendre compte que beaucoup d'adhérents de la FCPE votent aussi pour le Front National. Parce que les parents d'élèves, en fait, quand ils prennent leur cotisation à la FCPE, ne savent pas que c'est un périphérique de la gauche et du PS. Voilà, donc se faire respecter et puis les mettre le nez dans leur échec qui est total concernant l'école et le diagnostic qui sera fait par Alain Avello, un effondrement du niveau, etc. Tout le monde fait ce constat et demain, grâce à votre aide, grâce au travail que l'on fera à la région, les enseignants n'auront plus de scrupules à afficher leurs convictions patriotes, leur soutien à Marine Le Pen. Et je vous l'assure, tous les gens du Front National que je rencontre sont très attachés à cette question de l'école. Ce n'est pas un hasard si le premier collectif voulu par Marine Le Pen, qui est mère de 3 enfants également, donc elle est directement concernée, ça a été ce collectif Racine. Et le formatage, le politiquement correct ont du souci à se faire. Je vous remercie et je laisse la parole à Alain. À Valérie, on va être galant et laisser la parole à Valérie avant Alain. Chers amis, chers collègues peut-être, et chers parents d'élèves ou chers grands-parents d'élèves, eh bien je suis impressionnée déjà par le travail
que ce collectif Racine avec Gilles Hardina a déjà fait, parce que ses perspectives sont vraiment enthousiasmantes, et je suis persuadée que Marine serait très heureuse de savoir qu'il y a déjà tout ce travail de structuration de fait, et j'aime beaucoup aussi la fédération du 34 que j'ai pu finalement un petit peu découvrir aujourd'hui à travers Gérard notamment et à travers les membres du bureau qu'il y a aujourd'hui ici. Voilà. Alors, l'intitulé exact de notre réunion cet après-midi, c'est « École, un enjeu pour toute une nation ». J'aime beaucoup cet intitulé parce que je crois que l'amour de l'école ne va pas sans l'amour de son pays. Et le sens de l'école est bien d'instruire nos enfants afin qu'ils deviennent des adultes responsables, capables de participer activement à la grandeur de notre pays, et là on peut dire aujourd'hui capables de redresser notre pays. Donc la tâche est immense, me direz-vous, et car comme le disait un slogan du Front National il y a de cela déjà quelques campagnes, ils ont tout cassé. Or, voir se casser l'école primaire est une injustice insupportable quand on sait qu'un enfant a un énorme potentiel d'apprendre pour grandir, une soif immense de faire confiance à ses maîtres, alors ce massacre de l'école est synonyme de gâchis de générations entières. Depuis 2012, Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation nationale, a entamé le processus, disent-ils, de la refondation de l'école. Pour le primaire, les réformes qui en ont découlé sont le changement des rythmes scolaires, ce qui est vraiment, je le vois tous les jours à l'école, un échec sur le plan des apprentissages, mais surtout un énorme désordre dans les écoles. Et puis, il y a pour l'école primaire le changement des programmes qui aurait lieu à la rentrée prochaine. Donc vous voyez que régulièrement, depuis le 2012, et puis tout à l'heure, comme l'a dit Josette, depuis les années 70, il y a réforme après réforme, on devrait être bien refondé, et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc régulièrement, depuis 2012, on nous annonce de nouvelles mesures pédagogiques. Or, il faut se rendre compte que celles pour le primaire visent maintenant directement notre langue, c'est-à-dire la langue française. C'est à mon sens très délicat de bouleverser une langue, car celle-ci correspond à toute l'élaboration de notre pensée au fil de notre histoire. Alors si notre langue est dénaturée, c'est l'identité de notre pays qui est atteinte et affaiblie. On est donc en droit de se poser la question, notre ministre de l'Éducation nationale, comme nos gouvernants dans leur ensemble, n'ont-ils pas finalement la volonté d'affaiblir notre nation au point de prendre le risque qu'elle ne disparaisse? Voilà en quelques minutes la démonstration du processus d'affaiblissement de la langue française à l'école primaire. Dernière réforme annoncée, celle de l'orthographe. Pour quelles raisons les élèves apprendraient-ils mieux un mot sans accent circonflexe? Je pense au contraire que souvent, d'ailleurs, ces accents sont remarqués par les enfants. Une maîtresse sans accent circonflexe est-elle encore une maîtresse? La ministre voudrait-elle que nous tendions vers l'écriture phonétique, celle des SMS? Eh bien, je dis que la ministre a choisi la régression. Parce qu'elle préfère annoncer une mesure originale, une mesure qui n'est jamais encore sortie du chapeau, plutôt que d'affirmer que l'école doit recouvrer de la rigueur, parce que la véritable égalité des chances, comme ils disent, c'est la transmission des savoirs, l'effort, l'autorité des maîtres. La solution est simple concernant l'orthographe. Elle part de l'apprentissage de la lecture qui doit être absolument syllabique. Vous comprendrez qu'en devant saisir globalement l'image des mots, dans les méthodes globales qui ont lieu depuis 30 ans, plus de 30 ans d'ailleurs, sans passer par la première articulation B et A font bas, l'enfant ne peut retenir l'orthographe des mots. D'autre part, il est indispensable de faire des exercices de systématisation qui entraînent véritablement la mémoire. Il faut dire que l'apprentissage solide prend du temps et que l'on a demandé aux enseignants du primaire de faire de l'informatique,
de l'anglais, de l'éducation à la santé, de l'éducation à la route, de l'éducation à la sexualité, de l'éducation, etc., etc. En 30 ans, on est passé de 15 à 9 heures de français par semaine au CP. On a par conséquent rogné sur le temps consacré à la systématisation et à l'orthographe. Najat Vallaud-Belkacem a pourtant affiché à grands coups de communiqué au mois de janvier qu'il y aurait une dictée par jour à l'école primaire. Or, dans les programmes qui justement nous ont été présentés récemment pour la rentrée 2016, nulle question de dictée. Deuxième facteur d'atteinte grave à notre langue, les cours d'arabe à l'école. La plupart des écoles en ZEP aujourd'hui en ont. Ils sont mis en œuvre sur la base, alors je vous lis exactement la loi, parce que je suis allée la chercher, moi je suis une fonctionnaire, je suis directrice d'école en ZEP, on ne m'a pas demandé mon avis si je pouvais mettre en œuvre ces cours d'arabe dans mon école. Donc tous les lundis soirs, il y a des cours d'arabe dans mon école et je peux vous dire qu'il y a de plus en plus d'élèves qui s'y inscrivent, à partir du CE1. Alors donc je suis allée voir exactement ce que disait la loi. Ils sont mis en œuvre sur la base d'accords bilatéraux, prenant appui sur une directive européenne du 25 juillet 1977, visant à la scolarisation des enfants de travailleurs migrants. Sauf qu'aujourd'hui, mes élèves, ce n'est pas des enfants de travailleurs migrants. Cette directive dispose que les États membres prennent, conformément à leur situation nationale et à leur système juridique, et en coopération avec les États d'origine, les mesures appropriées en vue de promouvoir, en coordination avec l'enseignement normal, un enseignement de la langue maternelle et de la culture du pays d'origine en faveur des enfants. Le principe qui fonde ces enseignements à l'origine est que la maîtrise de la langue maternelle est un préalable nécessaire à la réussite d'une langue seconde. Ce qui veut dire que le français, ça serait considéré comme une langue seconde. Voilà. Les objectifs poursuivis étaient complémentaires. Écoutez bien les objectifs poursuivis. Structurer la langue parlée dans le milieu familial. Favoriser l'épanouissement personnel des jeunes enfants issus d'autres cultures. Valoriser la diversification des langues à l'école. Aujourd'hui, il concerne aussi des enfants qui ne sont pas locuteurs natifs de la langue concernée et s'intègrent progressivement dans l'offre d'enseignement linguistique. Les enseignements de langue et de culture d'origine concernent principalement le premier degré. Ils sont organisés dans la mesure du possible dans les écoles, dans les établissements où une demande des familles existe. Ils sont ouverts à tout enfant dont la famille souhaite l'inscription dans la limite des places disponibles. Il y en a même dans le second degré. Les cours sont donnés par des enseignants originaires des pays concernés qui sont mis à disposition de leurs gouvernements respectifs ou recrutés localement par les autorités consulaires. Et tenez-vous bien, une évolution est actuellement engagée pour permettre une transformation des cours d'ELCO en cours de langue vivante étrangère dispensés aux élèves sur le temps scolaire. Cette évolution permettra de valoriser par une plus-value pédagogique l'apprentissage des langues concernées tout en s'inscrivant pleinement dans le cadre d'une politique linguistique cohérente et diversifiée mise en œuvre dans les cartes académiques des langues. Voilà donc le cadre et la volonté de nos dirigeants, valoriser la langue arabe et au final la substituer à notre langue. Ce qu'il faut dire que je ne connais pas d'école en ZEP qui fait des cours d'espagnol, d'italien, de portugais. C'est des cours d'arabe. Voilà. Nous perdons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des heures de français et nous devons instituer des cours d'arabe sur le temps de classe, puisque cette évolution, ça va être sur le temps de classe. Autre inquiétude légitime concernant ces cours. À l'heure où nous sommes en état d'urgence, il faut savoir que le professeur d'arabe n'est pas inspecté. Il pourrait donc enseigner à l'intérieur même de nos écoles la charia ou bien le djihad. D'autant plus que l'arabe enseigné est celui utilisé pour l'enseignement de l'islam et non celui parlé à la maison. Autre trouble créé par la tenue de ces cours dans les écoles. La commune doit mettre à disposition ses locaux, le matériel pédagogique du personnel municipal sans l'accord du maire. Ce qui revient à dire que le contribuable paie ses enseignements sans qu'il y ait eu la moindre délibération en conseil municipal.
Alors, de plus en plus de maires, et nous nous en réjouissons, c'est pour ça qu'il faut le dire, de plus en plus de maires refusent de mettre à disposition des moyens pour ces cours. Bien évidemment, lorsque Marine sera au pouvoir, ces cours de langue seront supprimés, ça va sans dire. Les heures de cours de français, c'est évident. Les heures de cours de français seront multipliées, du CP au CM2, et je suggérerai à Marine, dans le cadre du collectif Racine, que l'enseignement des langues vivantes comme l'anglais soit enseigné sous forme de stage obligatoire durant les vacances scolaires d'été, encadrés par des professeurs certifiés en la matière. Je conclus maintenant en affirmant, avec toute ma foi en mon pays et en mon école, que lorsque Marine sera au pouvoir, les premiers à bénéficier de son bon sens et de sa détermination à redresser la France, ce seront nos enfants, car ils sont les plus réceptifs à ce bon sens. Débarrassés du carcan idéologique de l'éducation nationale actuelle, la réussite des élèves ne pourra qu'en être dispensée. Je vous remercie. Dispensée. Ne pourra en être décuplée, pardon. Je souhaite apporter un complément à ce que vient de vous apprendre, pour la plupart, Valérie Lopi. La circulaire de rentrée concernant le collège évoque ces ELCO, les cibles, enseignement des langues et cultures d'origine, mise en application à la rentrée, partenariat avec les pays étrangers. Les deux premiers pays, le Maroc et le Portugal. Oui. Le Portugal, très bien. Non, mais ça a été fait pour, on a compris. L'Europe, on a compris. Hein? Le Maroc. Bien. Que l'école soit un enjeu pour toute une nation, puisque tel est le titre de notre conférence de cet après-midi, laquelle initie un cycle de conférences que je poursuivrai à l'invitation de notre fédération, vous en attestez ne serait-ce que par votre présence cet après-midi. Vous en attestez par le fait que, jeunes ou moins jeunes, actifs ou retraités, vous soyez venus entendre parler d'école. Vous en attestez par l'intérêt que vous portez à ce sujet majeur, sujet qui renvoie les moins jeunes d'entre vous à leur passé scolaire et étudiant, et donc, quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons, nous savons bien combien l'avenir en dépend. Car tous anciens élèves, parents d'élèves ou enseignants, comme tel est le cas de ceux que vous venez d'entendre, l'école, c'est incontestable, nous concerne tous. Et c'est d'ailleurs pourquoi le collectif Racine, qui n'avait à l'origine vocation qu'à réunir les professionnels de l'éducation, est désormais ouvert à quiconque se soucie de l'école. La nécessité nous est apparue avec la plus complète évidence en effet qu'il nous fallait nous tenir toujours plus près des difficultés que rencontrent les élèves et leurs familles, toujours plus à l'écoute des aspirations qui sont les leurs. Les familles étant, aux côtés de beaucoup d'enseignants, les premières à vivre et éprouver, et souvent dans la difficulté, les dysfonctionnements et pour tout dire l'état largement calamiteux de notre système d'enseignement. L'école nous concerne tous parce qu'elle est le lieu où, par excellence, convergent les intérêts individuels et l'intérêt général, celui de la nation dans son ensemble. Il est d'abord dans l'intérêt fondamental de chaque enfant, de chaque jeune, que l'école lui donne les moyens de s'épanouir selon ses compétences, ses aspirations et ses goûts, qu'elle lui donne les moyens de sa réussite personnelle. Les familles sont en droit d'attendre que l'école fonctionne pleinement comme vecteur de promotion sociale. Et il est tout autant dans l'intérêt collectif de la nation qu'en promouvant ainsi sa jeunesse, l'école assure l'avenir de la nation. Il dépend d'abord, et très largement, de son école que la France échappe à la relégation à laquelle nos élites depuis trop longtemps non seulement consentent, mais dont elles se sont fait les complices. Il dépend largement de son école que la France continue au contraire d'exister comme puissance véritable, libre et souveraine. Notre nation, la France, a besoin d'ouvriers, de techniciens
et d'ingénieurs hautement qualifiés en vue tout particulièrement de sa nécessaire réindustrialisation. Elle a aussi besoin de scientifiques qui soient à la pointe mondiale de leur discipline, car l'avenir d'une nation dépend largement de son aptitude à faire progresser la recherche. Elle a également besoin d'hommes et de femmes de lettres, bien sûr, qui œuvrent et qui continuent d'assurer son rayonnement culturel. Et c'est évidemment d'abord et surtout, de l'école dont tout cela dépend. L'école constitue donc bien un enjeu pour toute une nation et un enjeu de premier ordre. Pourtant, l'école a été sapée par des forces, par une logique antinationale et anti-républicaine qui l'ont progressivement détournée de ses missions au point qu'elle ne remplit aujourd'hui que bien peu ses fonctions essentielles. Articles après articles, conférences après conférences, nous avons largement et de multiples fois décrit le processus et les causes de cette défection qui a conduit notre système d'enseignement depuis 40 ans à s'enfoncer peu à peu dans le déclin. Disons, pour être aussi bref que possible, car je voudrais surtout aborder devant vous les solutions auxquelles nous réfléchissons et qui donnent des raisons d'espérer, et que nous devrions inscrire dans le programme présidentiel de Marine. Disons que le déclin de notre école et de notre université tient à la convergence de 4 principales causes ayant, et pour le pire, agi de concert. L'égalitarisme d'abord, le pédagogisme également, la conversion aux dogmes ultralibéraux et à l'euromondialisme de la part de nos élites, et le peu de foi de ces mêmes élites dans la France, voire, et parfois il n'est pas douteux que ce soit le cas, leur aversion pour la France. On est en droit de se poser la question de savoir si Najat Vallaud-Belkacem aime notre pays. Pour parler tout d'abord de l'égalitarisme, un contresens total a été commis dans la période s'inscrivant dans ce qu'on a appelé souvent la pensée 68. Un contresens total a été commis sur l'égalité. L'égalité républicaine, eh bien, ce n'est pas ce qui est conditionné par un abaissement du niveau d'exigence. Bien au contraire. L'égalité républicaine, ce n'est finalement qu'un autre nom de l'élitisme bien compris. À cet égard, la sociologie porte une responsabilité extrêmement grande, et l'on pense tout particulièrement, parce que c'en est sans doute le premier responsable de ce contresens, à Bourdieu et à ses disciples. Le pédagogisme, ensuite, est un dévoiement de la pédagogie. Qu'il soit incontestablement nécessaire qu'il y ait de la pédagogie, car il ne suffit certes pas que les enseignants possèdent des compétences dans leur discipline pour qu'ils enseignent bien. Tout le monde en conviendra. Mais on a commis une terrible erreur de logique en faisant d'une condition nécessaire une condition suffisante. L'erreur de logique en question s'est incarnée dans ces institutions qui se sont successivement appelées les IUFM, puis ensuite, depuis Vincent Peillon, les SP, Écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Du fait de cette confusion dramatique entre conditions nécessaires, qui est la pédagogie, mais qui n'est pas pour autant une condition suffisante, on a entendu placer, formule chimiquement pure du pédagogisme, l'élève au centre du système comme référent de la culture commune. Je cite une célèbre phrase, une phrase souvent citée, de la scélérate loi Jospin de 1989. Qu'on mesure bien ce que cela signifie. On a donc renoncé, et de façon assumée, à élever l'élève dans le savoir. À mesure qu'on plaçait l'élève au centre du système, on a en fait relégué le savoir à sa périphérie, jusqu'à ne plus lui en transmettre aucun. Qu'on le dise une fois pour toutes, l'école est une chose bien trop sérieuse pour la laisser entre les mains des pédagogues. Troisième cause de ce déclin de notre école, c'est la conversion aux dogmes ultralibéraux de l'euromondialisme dont se sont rendus coupables nos élites. Il faut ici tout particulièrement parler du protocole de Lisbonne, qui depuis l'an 2000 définit et oriente, avec le consentement, ou devrait-on dire plutôt la complicité des gouvernements successifs, UMP comme PS, l'ensemble de nos politiques éducatives. Preuve en est que les objectifs définis par le Conseil européen et que traduisent ces directives ont constamment été réaffirmés depuis. En 2001 à Göteborg, puis à chaque point d'étape, le rapport Garrigue de 2003 déplorant par exemple une insuffisante mise en conformité des réformes nationales
relativement à ces objectifs du Conseil européen. Qu'à cela ne tienne, l'ensemble des ministres, qu'ils soient UMP ou PS, se sont chargés avec empressement et dévouement, avec la servilité qu'on leur connaît à l'égard des instances non élues de l'UE, de cette mise en conformité. À commencer par François Fillon, dont la loi de 2005 constitue une traduction à peine masquée des dictats éducatifs de l'UE. La stratégie définie à Lisbonne est d'abord exclusivement à visée économique. Il s'est agi de faire de l'Union européenne le cadre de l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, je cite, en retenant comme modèle exclusif et sacralisé sans mesure celui des États-Unis d'Amérique. À cette fin, la principale mission reconnue à l'école est-elle devenue celle de l'employabilité, de surcroît envisagée sous l'angle de la nécessaire flexibilité des emplois. De ce point de vue-là, toutes les régressions en termes de savoir effectivement enseigné devenaient possibles. Et entreprenait-on de réaliser ce qu'à la même époque, Jean-Claude Michéa désignait comme l'école du capitalisme total. Les dictats européistes de Lisbonne, ce fut le socle commun de connaissances d'abord, sorte de moins-disant sans précédent en termes d'instruction, mise en place donc par la loi Fillon de 2005. Ce fut aussi la diffusion chez les élèves de l'esprit d'entreprise à tout prix, au détriment des savoirs fondamentaux et d'une culture humaniste réelle. Ce fut la vénération du Dieu numérique dont on sait qu'il n'apporte quasiment rien à l'école. Ce fut également l'apprentissage précoce de l'anglais en primaire, alors que le français n'est pas même maîtrisé. Le rapport Tello de 2004, sur la base duquel allait être justement conçue la loi Fillon, osait ainsi proclamer, dans le strict esprit du protocole de Lisbonne, que les compétences fondamentales pour le citoyen du XXIe siècle sont en définitive, et elles se résument selon son esprit à cela, l'anglais de communication internationale et les technologies de l'information et de la communication. Et ces directives étant donc européennes, les autres pays les ont aussi largement subies et appliquées. Et l'on saura gré à l'ancien président du Conseil italien, Berlusconi, d'avoir eu le mérite de résumer dans une formule percutante les objectifs qu'on assignait à présent à l'école Made in Lisbonne, Inglese, Impresa, Internet, anglais, entreprise, Internet. La quatrième grande cause du déclin que notre école connaît depuis 40 ans, eh bien, c'est le peu de foi de nos élites dans la France, voire, et on ne doute pas souvent que ce soit le cas, leur aversion pour elle. Nos élites se sont à ce point converties à l'euromondialisme qu'elles se sont totalement détournées de la France, qu'elles n'aiment pas le plus souvent, au point de systématiquement dilapider toute transmission par l'école de l'héritage français. Il y aurait beaucoup à dire sur les programmes d'histoire particulièrement. La réforme du collège, qui est destinée à entrer en application à la rentrée prochaine, eh bien, continue de faire disparaître des pans entiers des programmes scolaires de notre histoire de France. Il y a aussi beaucoup à dire à propos de l'enseignement du français, on en a parlé, au point que nous sommes fondés à nous demander ce que, question que nous posions dans le dernier numéro de notre lettre trimestrielle consacrée justement à la question de l'enseignement de la langue française, d'où Najat Vallaud-Belkacem tient-elle cette détestation du français pour prétendre à ce point en liquider l'enseignement. Il y a aussi beaucoup à dire sur les langues anciennes que la réforme du collège achève de mettre à mort, alors que grâce à leur apprentissage, les jeunes Français, quel que soit leur milieu d'origine, trouvaient un modèle de rigueur grammaticale et un éclairage irremplaçable sur les racines de leur langue. Et il y a aussi beaucoup à dire sur la façon dont on conçoit, ce qui est pourtant une des fonctions et des fonctions essentielles de l'école, l'éducation à la citoyenneté. Ce qui tient lieu d'éducation à la citoyenneté, ce sont on ne peut même pas parler de discipline, mais des enseignements, des pseudo-enseignements, qui se sont successivement intitulés ECJS, on aime beaucoup dans le milieu de l'éducation nationale les sigles, ABSCON, éducation civique, juridique et sociale, la mouture actuelle des ECJS s'intitulant EMC aujourd'hui, l'enseignement moral et civique. Voilà. Eh bien, ce sont là des pseudo-enseignements. Les instructions qui sont données aux professeurs chargés de les dispenser sont parfaitement claires. Il n'est pas question de transmettre de connaissances, alors que nos élèves et nos enfants
en grand besoin pour comprendre le monde dans lequel ils vivent, d'avoir particulièrement des rudiments de droit, d'avoir également une éducation à la défense. J'y reviendrai tout à l'heure dans la partie propositionnelle de notre propos. La question face au déclin donc, de l'école, dont je viens de décrire ou de signaler les principales causes, est celle de savoir ce qu'il y a à attendre des parties du système. Face à la convergence et à l'efficience sur les politiques éducatives des 40 dernières années de ces 4 causes qui continuent à être efficientes, il faut se demander qui peut donc relever l'école, redresser notre système scolaire et notre système d'enseignement supérieur. D'ailleurs, l'UMP doit être ici considérée. Il se trouve que les républicains autoproclamés, une antiphrase en soi, tenaient le 6 avril dernier une journée thématique de travail sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Cette journée faisait suite, procédure de communication, à une tribune de Nicolas Sarkozy parue dans un grand quotidien national et à une séance de questions-réponses organisée autour du même Sarkozy, la veille ou l'avant-veille, sur sa page Facebook. Et elle s'accompagnait, cette journée, d'un document d'orientation de 16 pages qui prélude certainement au programme éducation des si mal nommés et autoproclamés républicains. J'ai lu avec attention ce document et n'ai pas manqué de réagir le jour même par voie de communiqué de presse. On nous y parle de centrer l'école primaire sur les fondamentaux, de rétablir l'autorité des maîtres, de valoriser le mérite, d'appliquer une laïcité intransigeante, bref, du collectif Racine dans le texte. Mais on ne saurait être dû, bien sûr, et comment le serait-on ? D'ailleurs, dans ce document, le subterfuge électoraliste saute aux yeux. 2012, à en croire ces pseudo-républicains, serait l'an zéro du déclin de l'école et de l'université française. Nous lisons par exemple, textuellement, l'éducation nationale a erré pendant 4 ans, comme si rien ne s'était passé, rien ne s'était produit auparavant, et comme si les républicains n'y étaient pour rien. Chacun sait bien que ce sont aux politiques éducatives conduites tour à tour par ces républicains, ex-UMP, comme par le PS, et ce depuis 40 ans donc, qui est imputable l'état calamiteux de notre école et de notre université. De sorte que nul n'imaginera qu'il traduirait, s'il retrouvait le chemin des responsabilités, ces beaux principes en réformes effectives. D'ailleurs, quoi que vaille la résolution par 4 fois affirmée au cours de ces 16 pages, de se tenir à distance de toute idéologie, c'est à l'idéologie européiste, celle qui stérilise les principes de la République, que les républicains sont inféodés. Et la présence du fanion européiste, sous l'égide duquel s'est donc tenue cette journée, suffisait à rappeler la soumission des politiques éducatives passées et à venir des pseudo-républicains au protocole de Lisbonne, de sorte que s'il fallait s'en convaincre, rien, strictement rien n'est à attendre, sinon le pire, des politiques éducatives futures, si ces gens-là parvenaient à revenir aux responsabilités. Les beaux principes, eux, authentiquement républicains, qu'ils expriment dans leurs documents, ne trouveraient bien entendu aucune traduction réelle. Nous l'avons dit, et ne cessons de le répéter, tant c'est l'évidence, les politiques conduites par le gouvernement actuel, la catastrophique réforme du collège en particulier, l'UMP, si elle était de responsabilité, les mènerait peu ou prou à l'identique. Tant UMP et PS partagent les mêmes allégeances et se retrouvent jusqu'à se confondre dans une même soumission à Bruxelles et à Lisbonne. L'école, j'y ai suffisamment insisté, constitue un enjeu majeur pour la nation. Son redressement ne peut donc être qu'une grande cause nationale, de sorte que l'impératif et l'urgence, c'est de retrouver une véritable souveraineté éducative. La nation française doit retrouver la pleine maîtrise de ses politiques éducatives, et à cette fin, la France doit faire preuve d'une volonté politique totale, et nous savons que de cette volonté, nous ne manquerons pas. En charge d'alimenter la réflexion qui conduira à l'élaboration du programme présidentiel, dans sa partie enseignement, éducation et formation. Nous avons d'ores et déjà investi l'ensemble des dossiers et nous avons constitué en interne 8 groupes de travail qui réunissent spécialistes et praticiens, des enseignants de la maternelle à l'université, mais aussi des cadres administratifs ou des membres des corps d'inspection. Nous réfléchissons en profondeur et présenterons, comme je le disais tout à l'heure, le moment venu, des propositions abouties à notre présidente. Mais nous laissons affleurer, bien sûr, un certain nombre de nos réflexions
notamment dans notre publication trimestrielle que vous trouverez à l'entrée, mais aussi sur notre site internet. Et c'est dans cet esprit que je viens à votre rencontre, non seulement pour rechercher votre approbation, mais aussi pour solliciter votre ressenti. Le bon sens impose d'abord de réformer le système à partir de la base, c'est-à-dire à partir de l'école primaire, dont dépend l'égalité des chances. Nous menons ainsi une réflexion sur ce que doivent être les enseignements fondamentaux du primaire et leurs méthodes. L'école primaire, et tout particulièrement l'école élémentaire, ont finalement les justes désignations de leur mission. Elles doivent prioritairement transmettre aux enfants les éléments de toute instruction, c'est-à-dire les savoirs fondamentaux que constituent la lecture, l'écriture et le calcul. Chaque enfant doit sortir du primaire en maîtrisant ses fondamentaux, et cela exige du point de vue des contenus, bien qu'ils cessent d'être revus à la baisse, et que leur transmission ne soit plus différée, mais cela exige aussi une révision en profondeur des méthodes d'enseignement. Très significativement, l'apprentissage de la lecture. Les méthodes actuelles relèvent de la fausse modernité, outre qu'elles ont condamné, depuis une bonne quarantaine d'années, bien des enfants à la dyslexie. Ce que nous apprennent au contraire les études neurologiques les plus récentes, c'est que le cerveau exige des apprentissages allant du simple au complexe, en l'espèce de la lettre à la syllabe, puis au mot et à la phrase. Mais c'est de façon plus générale encore que doit s'opérer un recentrement de l'école sur ses missions essentielles. Ce n'est pas en plaçant l'élève au centre du système, en prétendant lui faire inventer ses propres savoirs, principe du pédagogisme, ce n'est pas en se repaissant de telles inerties, mais en lui dispensant un enseignement exigeant et en lui donnant le goût de l'effort que l'école doit lui permettre de trouver du sens et de s'épanouir. Il faut également veiller à renouer avec le principe et rendre ce principe pleinement effectif, qui est celui de l'égalité républicaine. Au collectif Racine, nous avons souvent cité, car nous ne sommes pas sectaires, une phrase assez connue de Paul Langevin, co-auteur du célèbre plan Langevin-Vallon. Nous ne sommes pas sectaires parce que Paul Langevin était un compagnon de route du Parti communiste français, mais la formule que je vais vous citer, dont il est l'auteur, eh bien, à elle seule exprime l'égalité républicaine, comme mission d'ailleurs assignée à l'école. Langevin disait que l'école devait assurer la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Eh bien, voilà quel principe nous voulons rendre pleinement efficient. À cette fin, il est impératif que les mérites et les efforts soient pleinement reconnus. Et nous ne sommes pas hostiles à l'introduction de dispositifs de reconnaissance symbolique, qui pour certains ont existé par le passé, qui continuent d'exister. Je présente particulièrement chaque année les meilleurs de mes élèves au concours général, qui est une façon effectivement d'objectiver leurs efforts, leurs compétences et leurs mérites. Nous ne sommes pas non plus, et nous sommes même favorables, car nous nous sommes prononcés en faveur de cela à quelques reprises, à la réintroduction de l'uniforme. Mais il faut, à cet égard, comprendre pourquoi nous sommes favorables à la réintroduction de l'uniforme. L'école a affaire, bien entendu, à des enfants qui sont d'origine sociale diverse. Et sa mission principale, et la plus grande de ses missions, c'est de parvenir, donc, que s'effectue un processus permettant de transcender ces inégalités d'origine. L'uniforme, à ce titre, qui n'est rien d'autre, finalement, qu'un vêtement indifférencié, est un premier pas, une première condition pour parvenir, en quelque sorte, à gommer les inégalités d'origine, ceci, bien sûr, donc, pour mieux les transcender. Nous réfléchissons également aux paliers d'orientation et de sélection juste, qui doivent permettre à tous les enfants et les jeunes d'accomplir leur scolarité et leurs études en s'épanouissant et en parvenant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Cela commence, nous avions eu une discussion avec Gilles à ce propos, et tu vois, j'ai retenu le principe, par le retour à la souveraineté du conseil de classe. Cela passe aussi par une différenciation des voix. Nous savons, et nous en avons discuté souvent aussi avec Valérie, que l'on distingue très précocement finalement les capacités des enfants dont on a la charge. Il n'est évidemment pas pertinent, c'est même une source d'échec scolaire incontestable, sinon la principale,
eh bien, de maintenir dans la voie générale des élèves qui ont d'autres compétences, d'autres goûts et qui parviendraient à s'épanouir ailleurs. L'un des principaux chantiers est ici celui de la revalorisation effective de la voie professionnelle, qui ne doit plus être choisie par défaut, ce qui s'accompagne toujours d'un sentiment de relégation. Comment faire évoluer d'abord le collège pour que chaque enfant y trouve sa place? Il faut évidemment en finir avec le collège unique et introduire un niveau de sélection juste au niveau du collège, justement. Comment donner toutes ces lettres de noblesse à l'apprentissage qui doit devenir une filière de formation pleinement qualifiante? Il faut également envisager des moyens concrets pour une revalorisation effective, donc de la voie professionnelle. Pourquoi ne pas fusionner enseignement professionnel et technologique, y compris tertiaire, ce qui contribuerait à cette revalorisation, et dans le même esprit, constituer de grandes écoles des métiers qui seraient préparées par des classes préparatoires des métiers que l'on placerait, que l'on situerait dans les lycées les plus prestigieux de nos centres-villes. Et quitte à briser un tabou 68 arts, il faudra bien, dans le bien des étudiants et de leurs familles, introduire de la sélection à l'université. Des sondages, des enquêtes d'opinion l'ont objectivé récemment, les enseignants, l'opinion, les Français, sont très largement favorables à l'introduction d'une sélection à l'université. À l'exception de certaines filières par nature sélective, comme la médecine, le drame de l'université, des étudiants, de beaucoup d'étudiants et de nombre de familles, c'est la massification. Faute d'établir ou d'opérer une sélection, eh bien, beaucoup d'étudiants s'engagent dans les filières universitaires où ils progresseront pour certains d'entre eux à petits pas, pour d'autres finiront par les quitter en ayant perdu beaucoup de temps, et les familles souvent aussi qui financent donc les études, eh bien, beaucoup d'argent. Il faut en finir avec cette hypocrisie, c'est un impératif majeur. Nous réfléchissons encore aux moyens que l'école doit mettre en œuvre pour que les élèves accèdent à une citoyenneté éclairée et responsable. Il en va aussi de la sérénité qui doit régner dans chaque établissement, et il en va également de l'impératif d'autorité. Nous projetons à ce titre de dispenser à tous les niveaux, dès les petites classes, un véritable enseignement d'instruction civique, ce qu'aucun ministre n'a voulu vraiment mettre en œuvre. Cet enseignement civique devra, selon notre réflexion en cours, dispenser des notions de droit constitutionnel et de fonctionnement des institutions, une éducation à la défense, qui est inscrite dans les textes, mais que les enseignants ne dispensent pas dans les faits, comme une éducation, sans doute, nous y réfléchissons, aux médias. Il importe évidemment qu'au milieu de ces contenus médiatiques pléthoriques dont nos jeunes sont abreuvés, ils apprennent à faire le tri, et à exercer leur esprit critique. Enfin, il faut que notre école se remette véritablement à transmettre notre héritage culturel. Un soin tout particulier, et ceci de façon très précoce, car nous avons réuni très vite beaucoup d'enseignants d'histoire, sera apporté bien entendu au programme d'histoire et de géographie. L'enseignement de l'histoire et de la géographie a pour fonction de permettre à l'élève de se situer dans l'espace et dans le temps, de lui rendre concrètes ses appartenances collectives et même l'âme de la France, et participe grandement à sa formation en tant que citoyen. Or, il n'y a pas de citoyenneté sinon dans le cadre de la nation. Nous réfléchissons aussi à la formation des enseignants. Il faudra faire disparaître les UFM, enfin leur nouvelle mouture, les SP, et revenir à une formation beaucoup plus axée sur l'expérience de l'enseignement et de la pédagogie en situation. Enfin, et puisqu'une république volontariste ne pourra réformer l'éducation nationale et l'enseignement supérieur qu'en leur donnant des directives suivies des faits, nous réfléchissons aux modalités de la nécessaire et progressive recentralisation de leurs administrations. L'ensemble du système scolaire souffre d'un défaut de centralisation, ce qui est particulièrement sensible au regard du peu de contrôle qui s'exerce relativement à des expérimentations pédagogiques pour le moins hasardeuses et souvent extrêmement malheureuses. Notre pays a grand besoin d'un grand plan de redressement de son système scolaire. Eh bien, pour cela, il faut procéder justement
à la recentralisation de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et dans ce cadre, nous travaillons des dossiers aussi centraux que l'autonomie des établissements, celui également du statut et des fonctions des personnels de direction. Nous sommes particulièrement favorables à la création d'un véritable statut de directeur d'école et nous réfléchissons également au rôle que doivent remplir, particulièrement au niveau de l'évaluation des enseignants, les corps d'inspection. En conclusion, par son école, une nation prépare son avenir. Les politiques scolaires doivent donc être décidées au niveau national et non pas à un niveau supranational européen. C'est à l'État qu'il incombe de prendre en charge les politiques organisant le système scolaire et définissant pour chaque niveau d'enseignement ce qu'il s'agit d'enseigner et selon quelle méthode. N'oublions pas que notre école était, il y a quelques décennies encore, l'une des meilleures au monde. Que s'est-il donc passé pour qu'aujourd'hui elle fasse défaut à ce point? Si c'est par son école qu'une nation prépare son avenir, le fait que l'école aille mal, et la nôtre se porte très mal, constitue le révélateur parfaitement clair de ce que la nation a renoncé à elle-même, a perdu ses ambitions et n'a plus grande idée de son avenir. Ici comme ailleurs, la France doit retrouver sa souveraineté, sa politique éducative doit être réorientée dans le sens de l'intérêt individuel des élèves qui rejoint celui collectif de la nation. Il nous faudra donc regagner une pleine souveraineté éducative, dimension décisive de cette souveraineté nationale qu'il nous faut plus généralement retrouver, car à défaut, la France ne saura reprendre en main son destin. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie Alain, et Valérie, Gilles, Josette et Nicole d'être intervenus aujourd'hui, toute l'après-midi, pour le lancement sur collectif Racine. Effectivement, à l'écoute de ce qui a été dit par Valérie et par Alain, je pense qu'on a de grandes craintes pour notre avenir. Effectivement, ce qui m'a interpellé surtout, c'est lorsque Valérie a parlé justement de l'enseignement de la langue arabe. Ce qu'on discutait discrètement avec Alain, c'est que nos jeunes ne maîtrisent absolument pas la langue française